Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique, et on est mardi, ça veut dire qu'il est temps pour un nouvel atelier jeu de rôle. Comme toujours, je suis accompagné par le Club Calliope qui m'accompagnera pour la seconde partie. Et aujourd'hui, on va parler de roleplay. Donc le roleplay, comment le jouer et comment l'interpréter. Le sujet étant très vaste, je vais vous faire plus une introduction au sujet du roleplay et on fera d'autres vidéos sur le sujet un peu plus en détail. Mais on va déjà essayer comme de définir qu'est-ce que c'est un peu plus et surtout donner quelques petits tips de façon à ce que vous puissiez vous aussi faire du roleplay dans vos parties de jeux de rôle. Donc le roleplay, qu'est-ce que c'est ? Pour les plus attentionnés d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué la présence subtile du mot rôle dans jeu de rôle. Que ce soit en tant que maître de jeu ou comme joueur, le roleplay fait souvent la différence entre une bonne partie et une partie mémorable. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à gérer, peu importe son niveau. Et on va tâcher de voir ça ce soir en partageant des conseils afin de faciliter l'exercice. Il faut déjà faire la distinction entre être roleplay et faire du roleplay. Ce qu'on appelle communément être roleplay, c'est le fait de faire la distinction entre ce que ferait et ce que c'est le joueur, et ce que ferait et ce que c'est le personnage que l'on interprète. Pour donner un exemple simple, un joueur habitué à l'appel de Cthulhu, dans une cave qui donne sur la mer, avec une forte odeur de pourriture marine, lui évoquera sans nul doute la présence de profonds, des espèces de poissons dégueulasses qui vont lui limer la gueule. Cependant, si l'investigateur qui interprète est disons un vieux monsieur boiteux, il n'aura pas forcément conscience de cette menace. Ainsi, le joueur roleplay aura tendance à avancer au détriment du danger, alors que le joueur non roleplay va sûrement préférer reculer prudemment et attendre des renforts lourdement armés. On l'avait aussi évoqué lors de la vidéo sur créer des personnages intéressants. Une bonne façon d'aider à faire cette distinction entre le joueur et le personnage qu'il interprète est de poser la question suivante. Quel conseil, moi, le joueur, je pourrais donner au personnage que j'interprète ? Cette question permet de créer une certaine distance avec le personnage et de mettre clairement en avant une de ses faiblesses, ce qui pourra nous indiquer son comportement selon les situations. Généralement, être roleplay n'est pas spécialement difficile, mais c'est une bonne base pour faire du roleplay. Donc faire du roleplay. Ça consiste à raconter son personnage afin de le rendre plus vivant, plus réel à la table de jeu. Cela va bien au-delà de la simple description physique et du morceau choisi de BG qui anime souvent les débuts de partie. Mais, autre question, quoi que je dire ? On va faire du roleplay à partir du moment où on va devoir faire agir nos personnages. Déjà, on va éviter des phrases du type « Je sais que j'ai un score de merde en baratin, mais je fais un test pour détourner l'attention du garde pendant que les autres se cassent. » Si à l'énonce de cette phrase, vous avez une petite larme de sang qui a coulé, bonne nouvelle, vous êtes un joueur qui apprécie le roleplay. Donc, le minimum va être de décrire l'action que l'on effectue. Par exemple, je fais signe à mes camarades de s'éclipser discrètement, pendant que j'essaie maladroitement de détourner l'attention du garde. Vous conviendrez quand même que même si c'est un petit peu léger, c'est quand même un peu plus sympa. On peut agrémenter ça en rajoutant l'attitude du personnage également. Je fais signe aux autres de s'éclipser, et sans attendre une réponse de leur part, j'essaye maladroitement de détourner l'attention du garde. J'ai la voix tremblante et l'air nerveux, jetant des coups d'œil furtifs à mes camarades. À cela, on peut également en profiter pour ajouter des éléments de BG, pour enrichir encore plus l'attitude. Comme d'habitude, je suis à moitié sous. J'aligne difficilement un pied devant l'autre pour me placer juste en face du garde. Me rappelant du fiasco de la dernière fois, je gonfle le torse et tente de me redresser pour l'intimider, afin de détourner son attention. Malgré cela, j'ai la voix tremblante et l'air nerveux, et les coups d'œil furtifs que je lance à mes camarades malgré moi trahissent sûrement mes attentions. Vous pouvez bien sûr aller encore plus loin. On voit qu'en ajoutant au final peu de choses, on rend la scène beaucoup plus vivante. Maintenant, comment l'exprimer et quelles sont les différentes façons de le faire ? Donc les modes d'expression. La façon la plus courante est, comme ce que je viens de faire, le jeu. On va utiliser jeu pour raconter les actions du personnage. Par exemple, je discute avec la shérif en jouant machinalement avec mon sipou fétiche.
Autre pronom très populaire, le il. L'usage de la troisième personne apporte une saveur un petit peu particulière, mais ça permet de mettre en avant certaines choses dont le personnage n'a pas forcément conscience. Par exemple, vous voyez Billy, mon perso, s'approcher de la shérif, avec sa démarche de séducteur à dessous, alors qu'il en peste après cette longue traversée du désert. Il tente de l'impressionner en jouant avec son inséparable Siku. La saveur est un petit peu différente, mais elle est loin d'être inintéressante, surtout si le personnage a beaucoup de manies. Dans ce cas, vous allez pouvoir commenter un certain nombre de choses. Plus difficile, mais souvent gratifiant, l'interprétation à la première personne. Là, nous allons directement donner vie au personnage en parlant pour lui, voire en mimant ses gestes. Il est bien sûr possible de combiner toutes ces différentes méthodes d'expression. Par exemple, je m'approche de la shérif. Mon personnage sent encore la transpiration et la poussière, et il sort nonchalamment son arme pour jouer avec. Je lui dis « Hey, salut shérif. Y'aurait pas un endroit pour un pied tendre comme moi pour se reposer dans ce bouge ?» Encore une fois, c'est différent, et ça rajoute vraiment une touche toute particulière à nos personnages. Et vous allez me dire, tout ça c'est bien, mais ça m'aide pas vraiment à faire du roleplay. Donc pour faire du roleplay, de quoi on a besoin? En vrai, il ne nous faut pas grand chose. Il nous faut juste un minimum de BG. Pour cela, je vous envoie vers la première vidéo sur comment créer des personnages intéressants. Mais vous allez me dire, j'ai 14 PNJ, et je vais pas tous les développer, tu es complètement fou et je te déteste. Ok, tu as raison citoyen random d'internet. J'accepte la critique. On va donc faire la distinction entre des personnages simples et des personnages complexes. Pour les personnages simples, le personnage simple sont des personnages avec peu ou pas de BG. Ça peut être ceux qu'on va interpréter sur le tas ou des personnages joueurs auxquels on aura vraiment un minimum d'informations. Je pense par exemple aux prétirés de Paranoia qui sont décrits avec seulement 3 mots. Une des premières choses à faire va être de déterminer son caractère social. Ce que j'entends par là, c'est comment il va se comporter dans une conversation classique face à des inconnus. Pour déterminer cela, sa fonction peut aider. Par exemple, un marchand sera probablement loquace et accueillant, alors qu'à l'inverse, un gardien sera avare de ses mots et bien moins accueillant. Option suivante, vous pouvez lui donner un tic, une manie, voire une bizarrerie. Par exemple, le personnage peut toujours mettre la main devant sa bouche quand il parle, ou jouer avec ses cheveux, quand il ne sait pas de quoi il fait, ou quand il ment. Voire accuser les dragons de tous les maux de la planète. Une disparition, sans doute un dragon. Un cambriolage, commandité par les dragons. Le réchauffement climatique, la faute des dragons. Pas eu le temps de regarder le dernier lancer critique, satané dragon. Je sens que vous aimez déjà ce personnage. Et même si ce genre de choses rend les personnages caricaturaux, ils sont d'une certaine façon attachants par leur simplicité. Autre méthode assez facile va être d'associer le personnage à un autre d'un univers connu. Je dois interpréter un flic, je vais le jouer comme Vince McKay dans la série The Shield, un pourri beau parleur qui s'emporte vite. Je dois interpréter un piétant fraîchement débarqué sur le territoire américain, je vais l'interpréter comme Candide dans Candide. Les séries, les films, les livres regorgent de personnages secondaires qui ne se distinguent que par un ou deux traits de caractère forts, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Cela demande un certain talent préalable, mais une bonne façon de donner vie au caractère est de donner un accent ou de faire des voix à vos personnages. Cependant, tout le monde n'en est pas capable, du moins sans entraînement. A défaut, je vous conseille vivement de mimer leur position et leurs habitudes. Pour un personnage hautain, levez-vous, toisez tout le monde de haut, tenez-vous droit, une main dans le dos, faites la tête de l'aristocrate, les tirez vers le bas. Instinctivement, votre cerveau va associer la posture que vous prenez à certaines émotions et vous pourrez beaucoup plus facilement être dans le rôle. Si vous avez déjà fait l'exercice, on peut vous montrer une photo et demander quelle est l'expression de cette personne. Vous n'avez qu'à refaire l'expression sur votre visage et vous saurez instinctivement quelle est l'expression au moment venu. Et maintenant, on va parler un peu des personnages plus complexes. Donc le personnage plus complexe, au final, l'approche est presque la même. À la différence qu'au lieu de choisir sur le tas, on va pouvoir réfléchir un peu plus en profondeur à ses manies, à ses petits travers qui vont donner vie à ce personnage. Une erreur à éviter est de tout dévoiler de votre personnage tout de suite. Gardez-en un peu sous le coude et pensez à des petites choses qui n'apparaîtront jamais sur une fiche de perso. Imaginons que votre personnage a la phobie des araignées. Normalement, ça ne devrait pas l'empêcher de sauver le monde. Sauf quelques rares exceptions. Cela dit, il regardera sûrement nerveusement dans tous les coins quand il rentrera dans une cave ou dans un endroit abandonné. Jouez-le sans en donner la raison.
Par exemple, alors que je rentre dans la cave, ma lampe torche balaye tous les coins du plafond de la pièce avant que je ne fasse un pas de plus. Ce genre de comportement pourra susciter la curiosité des autres joueurs, tout en dévoilant une facette du personnage. Gardez également en tête que le personnage vit en dehors des sessions. Vous pouvez très bien lui faire subir des aventures hors jeu, ceci avec l'accord du MJ. Ainsi, au début de la prochaine session, quand le groupe se reforme, vous pourront constater l'énorme balafre que vous avez au visage suite à un accident de fromage, et dont vous ne voulez absolument pas parler. Cela suscitera sûrement quelques scènes de roleplay bien sympas autour de la table. J'entends déjà dire dans le fond, oui, mais moi j'ai pas d'idée. Ok, très bien. Dans ce cas, on va s'entraîner. Donc, comment s'entraîner au roleplay? Alors, il existe sûrement bon nombre de méthodes pour s'entraîner et s'améliorer au roleplay. Par exemple, la méthode la plus classique est un cursus de 3 ans pour obtenir un diplôme d'études théâtrales qui devrait fournir un résultat assez spectaculaire. Cela dit, j'admets que pour certains, ça peut être un petit peu compliqué avec la vie de famille. Donc pour cela, je vous propose un autre exercice qui est un tout petit peu plus simple et un petit peu moins chronophage. On va imaginer la scène suivante. Un inconnu possède une information dont vous avez absolument besoin et vous êtes prêt à tout pour l'obtenir. À présent, prenez votre série préférée et imaginez comment réagirait et ce que dirait chaque protagoniste de la série dans cette situation. Les gentils, les méchants, les personnages secondaires. Comment ils vont l'aborder? Est-ce qu'ils vont être francs ou est-ce qu'au contraire ils vont chercher à le baratiner? Est-ce qu'ils vont en venir aux mains? Vous pouvez appliquer ça à peu près tout et n'importe quoi. Je peux faire cet exercice en pensant aux acteurs de la série Friends. Donc vous devriez pouvoir faire ça de façon assez facile avec si vous êtes fan de Game of Thrones ou de choses comme ça. Donc voilà, c'est tout pour notre approche du roleplay. Et on va passer tout de suite à notre après-séance et on va en discuter avec notre petite joyeuse bande de rôlistes. Hello à tous. Salut. 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 Coucou. Bonsoir. Et ben bonsoir tout le monde. Donc voilà, c'était peut-être un peu court, mais on a vu 2-3 petites choses. Est-ce que déjà vous voyez est-ce que j'ai oublié quelque chose de capital? Ou Il y a rien qui m'a sauté aux yeux pour ma part. Hein. Bah si. Ah bah si. Pour faire du roleplay, franchement, le GN et les murder parties, y a rien de mieux. Oui. Non mais ça. T'es pas très objectif sur le thème. Si, je suis totalement objectif. C'est pas du tout parce que je suis responsable du pôle GN, mais je trouve que c'est une bonne aide en fait justement pour jouer le rôle. C'est comme faire du théâtre d'improvisation en fait. Et l'improvisation, c'est pas facile. Alors n'ayant fait ni l'un ni l'autre, je ne peux pas me prononcer sur la question. Bah tu mais vois tout à l'heure. Je prends la remarque. Tout à l'heure, tu as fait une grande phrase très stylisée justement sur le monsieur qui essayait de séduire le shérif. Ou il a fallu que tu la lises. Franchement, à l'oral comme ça, balancer direct en jeu, c'est dur. En plus, il y a les autres à la table qui parlent. T'as le maître du jeu qui essaye de faire avancer l'intrigue. C'est pas facile pour un joueur de placer une phrase aussi structurée. Et ben, le théâtre d'improvisation, ça permet d'avoir plus de facilité à faire ce genre de choses. Je prends bonne note. Donc, on va commencer ce petit débat avec la distinction être roleplay et faire du roleplay. Déjà, est-ce que vous jugez qu'il est important d'être roleplay pour faire du roleplay? Est-ce qu'il est important d'être roleplay tout court? Donc, je rappelle, être roleplay, selon ma définition, c'est faire la distinction entre ce que le joueur, entre ce que ferait et ce que c'est le joueur et ce que ferait et ce que c'est le personnage qui l'interprète. Alors, je pense que c'est important d'être roleplay, mais qu'il faut être roleplay avec discernement. C'est-à-dire que il faut quand même introduire un peu de méta dans son jeu pour des situations où on a conscience que si on joue le personnage jusqu'au bout et de manière bornée, ça va créer de gros problèmes et ça va nuire en fait au bon déroulement et à l'amusement des autres personnes dans la séance.
Il faut que le rôle ne rentre pas trop en opposition avec le play, d'une certaine manière, je pense. C'est une jolie formulation de... Après, ça dépend de la manière de jouer. Je reprends toujours le même exemple, mais dans un PMT, c'est pas forcément important d'être... C'est toujours un plus, mais c'est pas... C'est vrai que tous les jeux et tous les scénarios ne se prêtent pas forcément à une attitude de rôle. C'est un peu triste. Tour de table, quel est votre... Est-ce que vous préférez interpréter à la première personne? Est-ce que vous préférez interpréter ce que fait votre personnage avec le jeu? Est-ce que vous préférez interpréter votre personnage avec le heal? Première personne pour ma part. Moi aussi, je dis toujours jeu. Justement, sur ce que peut faire mon personnage ou non, là je vais parler d'elle à la troisième personne, ou de Jill. Mais je préfère jouer des personnages féminins parce que justement c'est plus facile à interpréter pour moi. Mais en règle générale, ouais, c'est quand j'ai un doute, je dis il, enfin elle. Oui, de préférence, vraiment parler à la place du personnage, quoi, à la première personne. Éventuellement, donc, et dans les descriptions dire jeu, et oui, éventuellement, dans certaines situations où ce qu'on veut dire se prête pas forcément au jeu, passer au heal, mais le moins possible. Ça va dépendre si je suis en tant que joueur ou en tant que maître du jeu. En tant que maître du jeu, je vais avoir tendance à dire le heal puis le jeu lorsque j'incarne le personnage. Je vais avoir plus tendance à décrire les actions lorsque je suis maître du jeu, plus que lorsque je suis joueur, ou lorsque je suis joueur, je vais peut-être directement dire jeu, sans trop pour autant décrire ce que mon personnage fait. Oui, effectivement, la distinction est importante. Par contre, en tant que maître de jeu, je ne m'identifie pas au PNJ et je dis il quasi systématiquement. Quand le PNJ parle, je parle à la première personne, mais dès qu'il s'agit de décrire une action ou de décrire une impression, ça va être du il. C'est vrai que là, j'ai un petit peu fait de l'amalgame entre les deux, et que peut-être la distinction aurait mérité d'être faite. Je trouve aussi que tu apportes un point de vue assez intéressant sur le fait qu'on peut pallier à on peut utiliser les différentes méthodes et faire un mix des trois, ça peut être un exercice intéressant. Peut-être déjà pour sortir un petit peu des sentiers battus, quand on n'utilise que le jeu, quand on parle de soi, enfin on fait l'interprétation du personnage que à la première personne ou que il ou à la troisième personne ou encore d'autres méthodes. Je pense que faire un mix de tout ça, ça peut être très intéressant et ça nous permet c'est bien de l'avoir souligné, et de sortir un petit peu des sentiers battus et de revoir un peu l'interprétation du roleplay telle qu'on la voit, telle qu'on a l'habitude de la faire, pour s'essayer à quelque chose d'un petit peu différent, qui peut pimenter la partie de jeu. Ouais. Alors tu remarqueras le silence total lorsque tu parles, c'est parce que tu es vraiment très très bon. Non, c'est parce que c'est le président. C'est le meilleur d'entre nous. Ça c'est un fait. Non, question suivante. Donc on va repartir sur les personnages simples, ça c'est quelque chose dont on peut être confronté aussi bien en maître de jeu qu'en tant que joueur. Donc si vous devez, on va dire, penser à faire du roleplay sur le tas. Hein, tout simplement un PNJ non prévu, un BG qui est très très peu fourni. Est-ce que vous avez une méthode de prédilection pour justement improviser?
Oui, moi j'en ai une. J'utilise le concept, je sais pas si ça existe, en fait, moi j'appelle ça le 3-3. 3 qualificatifs positifs et 3 qualificatifs négatifs. Et j'essaye de les noter, et en fait, à chaque fois que je dois interpréter mon personnage, je me réfère en fait à ces qualificatifs. Par exemple, joyeux, téméraire, simplé, voilà, ce genre de choses, en fait, ça me permet d'interpréter en fait tout au long d'une partie sans trop de difficulté, même si c'est un personnage très très simple et qui a pas beaucoup de background. Très bien, bonne méthode. Est-ce que quelqu'un d'autre a... C'est des petits tips du jeu? Personnellement, je m'inspire de l'ambiance de la scène pour interpréter le PNJ à la volée, non prévu ou quoi que ce soit, pour improviser. Je m'inspire principalement de l'ambiance de la scène. Et donc, du coup, ça facilite l'interprétation du personnage, enfin du PNJ, quoi. Donc, évidemment, il a des leitmotivs, c'est principalement ma source d'inspiration aussi. Quelle est la motivation du PNJ à ce moment-là dans la scène, et ensuite de l'ambiance de la scène. Est-ce que c'est tendu? Dans ce cas-là, je vais interpréter plus nerveusement. Est-ce qu'il est accusé? Est-ce qu'il est là pour aider les joueurs? Est-ce qu'il est là pour leur mettre des bâtons dans les roues? Est-ce qu'il est énigmatique? Enfin bref, voilà, j'essaie de m'inspirer principalement de l'ambiance de la scène. Mais c'est vrai que la méthode que tu as dite, Mary, elle est super sympa, j'aime bien. Je prends note. Est-ce que quelqu'un d'autre a une astuce à nous partager? Pour ma part, j'essaie de penser à un personnage d'une œuvre de fiction. Et justement, comme tu as dit, essayer de voir comment il réagirait dans une situation. Un personnage secondaire d'une série ou un personnage d'un roman. En général, de mon côté, quand c'est un personnage qui n'est pas du tout prévu et dont l'intérêt est assez faible vis-à-vis du scénario, quand il est vraiment là pour juste une scène, je le joue à l'archétype. À l'archétype presque le plus bateau. Au moins, je suis sûr de pas trop m'embrouiller et que si jamais ce personnage venait à revenir plus tard, j'ai pas trop de risque de m'embrouiller par rapport à la manière dont je vais le jouer. Alors, je trouve que c'est un point vachement intéressant que tu soulignes, Pierre, parce que c'est vrai que un personnage peut avoir une importance dans une scène ou dans le jeu, et là aussi on peut utiliser les méthodes que tu as dictées, Romain. C'est par exemple, si un personnage est peu important, on peut le décrire à la troisième personne pour signifier ou souligner le fait qu'il est peu important, et le faire interagir lorsque si le personnage est par exemple plus important, on pourrait l'utiliser, utiliser son interprétation à la première personne. Ça lui donne plus d'importance dans le scénario. Donc les trois techniques que tu as... Oui, vas-y. Est-ce que ça va pas un petit peu, on va dire, spoiler le fait qu'un personnage est important? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout dépend comment est le rythme qu'on veut imposer au scénario, et si les joueurs on a envie de donner des fausses pistes aux joueurs. Dans ce cas-là, mieux vaut l'interpréter à la première personne, justement pour favoriser cette fausse piste. Dans le cas contraire, si on veut pas que les personnages ou que les joueurs s'enlisent dans une mauvaise voie ou quoi, ça peut être un petit moyen pour pouvoir les détourner d'une voie sur laquelle on veut pas que les joueurs aillent. Ça peut être pratique quand on doit maîtriser le temps et quand on doit garder le rythme de la partie, je pense. Sinon, ouais, effectivement. J'avais vaguement entendu parler de ça, de temps et de rythme d'une partie, mais j'ai toujours cru que c'était qu'une légende. C'est dur à faire. Tu veux parler de parties qui s'étalent sur 3 séances plutôt qu'une, c'est ça? Ouais, les scénars courts. Blague à part, du coup, maintenant on va passer à l'autre grand sujet, donc interpréter des personnages complexes. Je pense principalement aux grands antagonistes d'un scénario, aux personnages joueurs bien sûr,
Donc là, donc on va avoir un BG qui est normalement construit, on va avoir une vraie motivation, des vraies envies sur le personnage. Est-ce que vous avez des bonnes façons déjà, de l'interpréter, et on verra le 2 après quand on aura déjà répondu à cette question. Par pitié, sortez des archétypes. Pour le bien du scénar ou le bien de l'interprétation des personnages, il vaut mieux éviter, je pense, des trucs trop archétypaux. Genre le paladin, voilà, ultra loyal, ultra bien dans ses baskets. C'est souvent, d'ailleurs, ce personnage-là est un cas d'école, autant du point de vue des PNJ que des PJ. L'interprétation du paladin, elle doit être toujours un petit peu nuancée par rapport à un alignement, etc. Pour prendre l'exemple de Donjons et Dragons. Et c'est vrai que trop archétypal devient trop simple, trop amené, trop évident, et donc du coup il perd complètement en profondeur et en interprétation, je trouve. Bah, c'est si limite en fait si on peut pas jouer avec le paladin. Parce qu'il y a ça aussi, on parle de roleplay, mais le roleplay c'est entre les joueurs, avec le maître du jeu, avec un paladin en règle générale. S'il est trop excessif dans son rôle de paladin, à la fin on peut plus faire de roleplay avec lui. Ça va vite tourner court en fait. C'est pas tant une forme de... c'est pas tant une forme de roleplay, c'est plutôt un personnage qui est trop absolu, et donc du coup qui n'accepte plus aucun compromis, quoi. Il est presque irréel quand il était interprété comme ça. Il est beaucoup trop too much, quoi. Il a presque pas de sentiments. Bref, il est ancré dans un archétype qui est trop cloisonné, je pense. Donc mettez toujours, ce qui serait pas mal, c'est de mettre toujours un petit peu de nuance, quel que soit, même si on interprète un archétype, nuancez-le toujours le plus possible. De façon à ce qu'il soit jouable effectivement autour d'une table. Ouais. Moi, j'avais une méthode justement, donc j'avais parlé de ma forme simplifiée où j'écris vraiment 3 qualificatifs positifs, 3 qualificatifs négatifs. Dans la forme complexe, justement, quand c'est un personnage vraiment qui dure et qui a beaucoup de bacs et beaucoup de choses à retenir. C'était avant en tout cas que je le faisais, je devrais peut-être le refaire. Mais en gros, sur une feuille, vraiment, je continuais de marquer ces 3 qualificatifs positifs, 3 qualificatifs négatifs. En plus de ça, je rajoutais les désavantages et les avantages de mon personnage qui peuvent être une source justement de roleplay, et plus quelques phrases, mais vraiment genre des phrases vraiment très abrégées de faits marquants dans son background et des liens qu'elle a avec les autres personnages, qu'ils soient joueurs ou non joueurs. Et ça devait vraiment tenir dans une petite feuille. Et du coup, c'était vraiment une référence en fait pour le jeu au quotidien. Et s'il y avait quelque chose de nouveau qui était apporté dans l'intrigue, je pouvais le rajouter facilement et m'en souvenir en fait. Voilà. Alors personnellement, je vais prendre l'exemple sur un jeu que je maîtrise pas mal en ce moment, à savoir Paranoia et le personnage de l'ordinateur. Personnellement, sur des gros personnages comme ça, antagoniste ou allié, peut-on parler d'antagoniste, peut-on parler d'allié sur l'ordinateur? Je vais avoir tendance à carrément faire des simulations du personnage, des réactions du personnage face à certaines actions ou phrases types qui pourraient venir. Pas obligatoirement toutes, mais déjà sur des phrases classiques, sur des discussions classiques ou bateaux, afin de commencer déjà à poser la voix, à voir avec quel rythme le personnage peut réagir. Est-ce qu'il va avoir tendance à parler lentement, rapidement, couper la voix, couper la parole plutôt, pour commencer éventuellement à partir de là, me noter carrément d'avance des phrases qui pourraient être sorties à tout moment. Par exemple, le cas de l'ordinateur, veuillez vous diriger vers l'incinérateur le plus proche. Vous n'avez pas l'accréditation pour avoir accès à cette information, et autres dérivés ont été soigneusement préparés en l'espace de 3 minutes.
dans cette situation-là, mais sur certains personnages un peu plus complexes et importants, je trouve que ça peut être un exercice intéressant de se prendre 1 heure, de se faire des simulations de discussion et de voir ce qui peut être intéressant à ressortir. Après, c'est applicable dans le cadre de l'ordinateur, vu que c'est un personnage qui est souvent confronté aux mêmes demandes vis-à-vis des personnages. Mais dans un personnage qui évolue, par exemple, dans un monde médiéval fantastique, qui va se retrouver dans un château, puis à discuter avec des villageois, etc. Au niveau des interactions, tu vas quand même en trouver beaucoup plus. Sûrement, justement. Moi, j'aimerais revenir un peu sur la notion d'archétype. Le cas idéal, c'est le cas où on a pensé le personnage en amont et on a compris comment il fonctionnait. Enfin, en général, avoir un background détaillé, ça peut servir. Et donc voilà, quand on comprend en fait comment est-ce qu'il fonctionne et comment il réagirait dans telle ou telle situation. Bon, ça c'est le cas idéal. En pratique, soit ça c'est quelque chose qui m'est arrivé plein de fois où j'ai un personnage, je pensais une bonne idée du personnage, et puis au moment où je commence à le jouer, je me rends compte que en fait ça colle pas, ça tombe pas bien, et du coup le personnage je vais être amené à le modifier, un peu comme les personnages de série télé en général. Entre la saison 1 et il y a certains personnages qui sont des seconds couteaux, qui sont pas bien construits et qui évoluent, non pas parce que l'histoire les fait évoluer, mais parce que dans la tête des scénaristes, ils se disent que il y a des choses à affiner pour que le personnage soit plus intéressant. Et il y a également le cas où, typiquement à Donjons et Dragons, si tu fais la création de personnages et que tu enchaînes la partie juste après, le maître de jeu dit bon allez on commence alors que j'ai même pas encore déterminé dans quelles caractéristiques j'allais mettre mes points, et du coup j'ai pas du tout le temps de penser à un caractère ou un truc comme ça. Dans ces cas-là, c'est quand même pas mal d'avoir un archétype, alors de le faire intelligemment et de commencer à le penser comme étant quand même un être humain avec des pensées, avec des émotions, mais quand même de se baser sur un archétype qui est relativement facile pour pouvoir ensuite, au fil de la partie et des parties suivantes, lui donner plus de profondeur, mieux comprendre voilà, qu'est-ce qui le fait réagir, pourquoi, comment, qu'est-ce qui a fait qu'il est comme ça. Et désolé, j'ai beaucoup parlé. Bon, c'est très intéressant. Mm. Et il y a aussi c'est pas moi qui monopolise la parole. Aussi quelque chose qui est assez important à penser, c'est que le personnage n'est pas fixe dans sa manière d'être. Et notamment dans une campagne, il faut penser à faire évoluer sa manière d'être en fonction de ce qu'il a vécu comme élément plus ou moins traumatique. C'est vrai que ça n'a pas été du tout abordé l'évolution du roleplay. Ça sera pour une prochaine vidéo. Vu que là du coup on a fait un petit peu, je pense, le tour des tips des personnes présentes ce soir, comment s'entraîner au roleplay? Faut faire du GN. Faut faire du théâtre. Faut faire partie d'un club de jeux de rôle. Ouais, c'est bien ça. Pratiquer Ça le peut JDR de aider. manière régulière. Ça peut aider. Faut pas hésiter en... pardon, désolé. Je disais, faut pas hésiter à en faire des tonnes. Toujours de manière quand même relativement intelligente pour ne pas... pour que ça atteigne un stade où ça gêne le déroulement de la partie, mais ne pas hésiter. Un personnage haut en couleur, en général, quand c'est bien fait, ça fait plaisir à tout le monde. Et voilà, faut pas hésiter à pousser un peu le trait. C'est vrai. D'ailleurs, Philou, toi, tes représentations sont toujours excellentes, je trouve. Ce n'est que mon opinion, mais j'aime bien en fait comment tu interprètes justement les personnages
qu'il soit en haut en couleur ou triste, ou enfin c'est vraiment toujours très très bien. Ce n'est pas que ton opinion. Définitivement. J'approuve. Tout le monde est d'accord. Merci, c'est gentil. Mais du coup, j'en reviens à l'une des réflexions que j'ai fait auparavant. Ça m'arrive, et ça m'arrive même régulièrement, de ne pas réussir à sentir mon personnage et du coup d'être mutique pendant toute la partie. Voilà, faut réussir à trouver les bonnes émotions et comment fonctionne le personnage et quelles sont ses émotions intérieures et comment est-ce que ça se traduit extérieurement. Et voilà. Essayer de se mettre dans la peau du personnage. Oui, se mettre dans la peau du personnage. Oui, exactement. C'est comprendre ses émotions, son état émotionnel intérieur. Et comment est-ce que ensuite il veut que ça se traduise ou que ça ne se traduise pas à la table. Enfin, peut-être qu'une autre méthode pour pouvoir s'entraîner au roleplay, c'est utiliser les parties précédentes. Lorsqu'on a fini une partie, les joueurs c'est pas mal de se refaire le film de la partie et de se poser la question, tiens là, est-ce que j'aurais pas trouvé une meilleure interprétation, ou est-ce que là, tiens, est-ce qu'il aurait dit ça, est-ce que mon personnage aurait bien dit ça, etc. Se servir des parties précédentes pour pouvoir essayer de se refaire le film de tout ça, essayer peut-être de trouver des alternatives, les repensant, etc. Et tout cet exercice-là peut peut-être servir aux parties futures, à la partie suivante, de façon à se donner, tiens, une meilleure idée du personnage tel qu'on le voit ou tel qu'on se le représente soi. Voilà, je n'ai pas de véritable exemple à donner, mais par exemple dans une partie précédente, par rapport à une scène donnée et une réplique qu'on a pu faire, ou une description roleplay qu'on a pu donner, en se refaisant le film, on se dit tiens, peut-être que mon personnage finalement il aurait peut-être plus dit ça, ou il aurait peut-être dû réagir un petit peu différemment, se servir donc de ces expériences-là pour les parties suivantes et ainsi de suite. Et ce qui permet d'affiner son roleplay, donc ça peut être aussi une méthode de s'entraîner à le faire. À son roleplay. Je suis assez d'accord, c'est l'expérience qui fait finalement le jeu, quoi. Il faut expérimenter et se faire des expériences tout simplement. Mais je pense aussi que de ce fait, les séries, regarder des séries, mais les regarder, comment dire, en réfléchissant aux émotions qu'essayent de transmettre les acteurs, pourquoi leur personnage est dans cet état-là, c'est aussi vachement intéressant et ça permet effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec l'exemple de Game of Thrones, d'essayer de se dire c'est comme ça que cette émotion-là, cette situation-là, ça pourrait être intéressant de l'interpréter. Voilà. Moi, je préférais à ce moment-là peut-être l'exemple de True Blood parce que je trouve que dans cette série, il y a énormément de personnages qui sont dans des situations vraiment variées, extrêmement complexes. Donc voilà, je trouve que c'est plus riche que Game of Thrones, si je puis me permettre. Mais ouais, je pense que ça peut aider. Merci. Tu peux, effectivement. Parce que voilà, bon, Game of Thrones, ok, mais bon, ils ont tous finalement le même, je trouve, le même faciès. C'est putain, il faut que je survive à la saison. Et c'est bien, hein, c'est la peur, ok. Autre émotion, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, donc du coup, ouais, je pense que regarder des séries, ça peut vachement aider. Et puis en même temps, ça peut aussi nous donner des envies de jouer certains rôles, voilà. Ouais. Non, mais même la consommation d'œuvres culturelles de manière générale, parce que dans une série, tu vas voir un petit peu comment le personnage réagit à une situation, etc. Je pense notamment dans certains bouquins, tu as vraiment toute la manière dont réfléchit le personnage qui est expliquée, qui est détaillée. Ouais, mais dans le bouquin, t'as pas l'expression, tu vois. T'as pas l'expression, mais t'as la manière de réfléchir, et ça peut te permettre de voir comment un personnage réagit à une situation. Je pense notamment au cycle des princes d'Ambre, qui est vraiment un cas d'école, je trouve, pour ça. Alors, j'aurais peut-être une idée, mais je sais pas, j'aurais peut-être votre avis quand même là-dessus. Regardez
sur internet des parties de jeux de rôle. Non, Ça dépend ce que je lesquels. dis, ça dépend lesquels, mais je dirais peut-être même plus trouver sur internet des parties de jeux de rôle dont on connaît déjà le scénario et dont on connaît déjà les personnages. Ah ouais, non, moi je suis pas trop d'accord. Je préfère faire. Franchement, je conseillerais plutôt aux nouveaux joueurs qui veulent se lancer dans le roleplay de faire une partie de Tales from the Loop, par exemple. Parce qu'interpréter des gamins, je trouve que on est tous passés par l'âge gamin, quoi. On a tous été déjà un stéréotype de gamin et je trouve que déjà pour commencer, ça permet de se lancer, quoi. De briser cette espèce de pudeur de pas vouloir interpréter parce qu'on a peur de s'afficher, on a peur de se foutre la honte. Interpréter un gamin, si t'as toute la table qui fait des gamins, c'est cool en fait. Mais regardez des rôlistes, il y a beaucoup de rôlistes qui se prennent pour quelque chose d'autre d'un peu plus haut que ce qu'ils sont et je trouve que des fois c'est pas très très bon de s'inspirer de ces gens-là. Enfin, je pense qu'il vaut mieux rester soi-même et pas essayer de reproduire le jeu d'autres rôlistes. Mary, je t'ai dit octobre, d'accord? Pas avant. Je vais apporter de l'eau au moulin de Pierre parce que du coup, ça s'adresserait peut-être plus à des rôlistes aguerris et même à destination des maîtres de jeu. Enfin, moi, je sais que je suis les parties de jeux de rôle qui sont diffusées sur le net et de temps en temps, il y a des jeux d'acteurs de la part des maîtres de jeu que je trouve intéressant et qui des fois, enfin, je me dis tiens, je le garde dans un coin de ma tête. Je dis pas que je le fais, hein, mais je le garde dans un coin de ma tête en me disant tiens, à ce moment-là, quand il a pris ce timbre de voix-là, quand il a apporté cette expression dans son interprétation, eh ben c'était une bonne idée et au final ça a servi son discours encore mieux. Et des fois c'est des idées, enfin des choses, genre une petite voix machiavélique ou un truc comme ça que peut-être sur le coup je n'aurais pas eu, enfin j'y aurais pas pensé. Et du coup maintenant je me dis ah la prochaine fois que j'aurai peut-être un personnage un peu vicieux, bah peut-être que je la placerai, peut-être que je la mettrai. Enfin je dis pas que je vais le faire, mais en tout cas je suis un peu d'accord avec Pierre en fait. Oui, de maître du jeu, je suis d'accord aussi. Pour les maîtres du jeu, je suis complètement d'accord parce que ça permet effectivement de mettre en situation. Pour un joueur, moi je trouve quand même que d'avoir sa touche, sa touch perso, c'est important et même si on peut regarder les autres joueurs juste pour se décomplexer et voir que eux vont même encore plus loin que ce qu'on nous on va, c'est intéressant, mais recopier, je trouve que c'est un peu triste pour un joueur. Pas pour C'est un peu copier, triste, mais pour si voir ce qui se passe. Si t'as déjà un peu de bouteille et que t'arrives à voir ce qui est bien, ce qui est pas forcément bien, et comme ce que Nam a dit, ce qui est intéressant et que t'aurais pas forcément pensé sur le coup, ça peut être intéressant. Et de manière ponctuelle, surtout. Après, je pense qu'on est à peu près tous d'accord que la meilleure façon, c'est de regarder régulièrement la vidéo dans ses critiques. Mais... Oui, effectivement. Oui, bien sûr. Indubitablement. Toutes les personnes qui ont regardé la chaîne ont fait des réussites critiques. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Vous êtes bien dur, bah. Et tous ceux qui n'ont jamais vu un seul épisode ont fait des échecs critiques. Les chiffres le montrent. Hein. Oh là là, cette propagande. Écoute, faut bien un petit peu. Enfin bon. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette mise en bouche sur le roleplay. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment. À bientôt. Faites des murder parties. Rejoignez des campagnes de GN. C'est très important, ça vous aidera. Et toi aussi, tu fais du placement produit, on t'a vu. Hein. Eh merde. J'ai quand même une remarque constructive, je pense, j'espère, à faire avant qu'on se quitte. C'est que je me rends compte, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur comment je voyais faire du roleplay, que en fait, ce que j'ai en tête, c'est plus d'abord être roleplay et que je considère que c'est ça qui est la voie qui mène à faire du roleplay. Et que c'est peut-être plus ça que je travaille, en fait. Voilà. Bah, ma foi, sur ces belles paroles de notre maître roleplayiste à tous, je vous dis à la prochaine. Tout de suite.